Il y en a plus qu'avant. Ah, il y en a plus qu'avant? Avant, ce n'était pas si fort. Le vent est-il de plus en plus fort? Ils vendent tout le temps. Le vent est de plus en plus fort. Il y a du vent presque tous les jours. Quand j'étais petite, ce n'était pas si fort. Regardez cette bande de sable, comme elle est grande. Si les pelleteuses ne repoussaient pas le sable, tout serait recouvert. Aujourd'hui, alors que la hausse des températures à la surface du globe est avérée, déserts et glaciers sont sous haute surveillance. La Chine n'échappe pas aux graves conséquences que les activités humaines font subir à la Terre. Ce réchauffement a pour effet la fonte des glaciers. En revanche, la surface des déserts s'étend. La fréquence et la force des tempêtes de sable s'accroît. Bob Su, chercheur à l'Institut international des sciences de l'observation terrestre aux Pays-Bas, utilise les informations du satellite Envisat. Sans vent, il n'y a pas de tempête de sable. Compte tenu du réchauffement de la planète, on peut s'attendre à ce que les schémas de la circulation atmosphérique changent et à ce que les vents forcissent. Si vous analysez les données satellites, les changements au niveau de la végétation et de la consommation de l'eau dans le nord-ouest de la Chine, vous constatez que la tendance générale va vers une augmentation de la désertification et de la dégradation des sols. Et la combinaison de tous ces facteurs peut conduire à une augmentation des tempêtes de sable. Vous pouvez voir qu'en Chine, il n'y a que peu de grands déserts. Mais ce sont eux les sources des tempêtes de sable. Quand le vent devient particulièrement fort, les particules sont soulevées et transportées sur de très grandes distances pour être ensuite déposées dans des zones très éloignées de l'est de la Chine. Par exemple, ces dernières années, il y a eu plusieurs grosses tempêtes de sable à Pékin qui ont parfois couvert des étendues très vastes. Le dragon jaune, nom donné par les Chinois aux tempêtes de sable, est un phénomène très ancien en Chine. Mais depuis quelques années, les colères du dragon sont de plus en plus effrayantes. Les terres désertiques représentent un quart du territoire de la Chine. Depuis les années 50, le pays a abandonné plus de 100 000 km² de terres arables. Chaque année, 2500 km² de terre se transforment en désert. Longbaoshan, un petit village situé seulement à 80 km de Pékin, illustre la gravité des problèmes de désertification auxquels la Chine se trouve confrontée. Sur les 30 ou 40 dernières années, on observe une augmentation des tempêtes de sable dans plusieurs endroits. Toute cette région au nord de Pékin est entourée de dunes en mouvement. Le sable arrive en nuages de plus en plus denses. Dans ce seul village, c'est au rythme de 90 000 tonnes par an que le sable se déverse. À Longbaoshan, même par temps calme, le dragon jaune veille. Mais la vie continue. Chez les Wang, on fête le premier mois d'un nouveau-né. L'espace d'une journée, on oublie la menace du dragon. Les arrière-grands-parents sont venus aussi honorer la descendance.
Xiao Wang, le petit-fils, ne pourra pas rester vivre à Longbaoshan. Comme pour 300 millions de Chinois, son avenir le poussera sans doute vers les mégapoles telles que Pékin, Tianjin ou Shanghai. Et le sort de Longbaoshan, c'est d'être inexorablement enseveli. La Chine se nourrit avec 1,5 million de kilomètres carrés cultivables, soit 3 fois seulement la superficie de la France, pour nourrir plus d'1 milliard d'individus. Ce manque de terres cultivables provoque chaque année l'exode de 2 millions de paysans vers les grands centres urbains. Il pleut moins et les vents sont forts. Depuis 4 ans, les récoltes sont mauvaises, à l'exception de l'année dernière. Depuis 4 ans, nous ne récoltons rien. Nous n'arrivons pas à vendre nos fruits car ils sont trop petits. Si on plante un petit arbre, les vents de sable de l'hiver le font mourir. Les vents de sable sont trop forts. Les petites dunes qui se trouvent à côté du village, lorsque nous étions enfants, elles ont commencé à se déplacer vers l'est. C'est très rapide. Pleuvait-il beaucoup dans le village quand vous étiez petite? Oui, il pleuvait beaucoup. Mais maintenant, il ne pleut pas assez. On ne peut plus compter sur le ciel pour manger. L'hiver est moins froid qu'avant. Chaque année, cela souffle plus de 10 fois. Si c'est une grosse tempête, on ne voit plus les gens qui sont autour de nous. C'est comme si la terre tombait du ciel. Vous savez pourquoi il y a des changements climatiques? Je ne peux pas l'expliquer. De toute façon, c'est de plus en plus sec. Le temps est de plus en plus... Je ne sais pas, on n'a pas la connaissance. Comment pourrait-on savoir? L'intensification et la fréquence des tempêtes de sable sont causées par le dérèglement de l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel vital pour l'être humain. L'énergie solaire parvient jusqu'à nous après avoir traversé la vitre gazeuse que constitue la couche atmosphérique. Une partie de l'énergie solaire est renvoyée dans l'espace, mais une autre partie est capturée par des gaz appelés gaz à effet de serre. Le gaz carbonique et le méthane sont les principaux gaz à effet de serre. Augmenter leur concentration dans l'atmosphère, c'est augmenter artificiellement la température moyenne du globe terrestre. Après les États-Unis, la Chine est le 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre. Victime et déjà coupable, ce pays commence à prendre conscience des funestes conséquences d'une industrialisation débridée. Les habitants restés au village s'adaptent tant bien que mal. La dune menaçante, gonflée par les tempêtes, n'en est pas moins une source de revenus. On en extrait du sable qui sera revendu pour l'industrie du bâtiment. Leur incompréhension de ce phénomène ne les laisse pas indifférents. C'est pourquoi la dune fascine autant qu'elle désole les gens de Longbaoshan. Le peuple chinois prête une attention particulière au changement de l'air et de l'atmosphère, phénomène qui touche déjà leur vie quotidienne. Par exemple, pour aller travailler, rentrer chez soi ou prendre un avion, qui touche la vie des gens et le travail des paysans qui vivent dans les régions où se forment les tempêtes. Parce que les sols s'érodent et perdent des éléments organiques, la terre devient pauvre et stérile.
En fait, les tempêtes de sable ne sont que la manifestation extrême de la désertification. Long Bao Shan a déjà vécu ce drame. Le sable et l'érosion ont gagné une première fois. En 1988, les habitants ont été déplacés. L'ancien village situé à 5 km au nord de Long Bao Shan, dans la montagne, est maintenant difficile d'accès. Li Jun, lui, n'a jamais voulu quitter le vieux Long Bao Shan. Il est le dernier habitant et la mémoire vivante de l'ancien village. On m'appelle le vieillard dont la parole est juste. Voilà comment je fais des prévisions. Vent du matin souffle 3 jours, vent du soir 4 jours, vent de minuit toute la nuit. J'ai toujours habité ici, toute ma vie. Mes ancêtres habitaient là. Je me sens très bien ici. Mon père est mort à 75 ans. Ma mère à 91 ans, en 1994. L'année de mes 7 ans, vous pouvez interroger les vieux du village, je ne mentirai pas là-dessus. À cette époque, il a plu pendant 45 jours. Tous les jours, il pleuvait. Il a beaucoup plu. Les pentes des montagnes étaient très glissantes. Maintenant, il pleut moins qu'avant. Aujourd'hui, il est difficile de cultiver. En 2001, 2002, 2003, les récoltes ont été détruites par la sécheresse. Seule l'année 2004 a été plutôt bonne. Ces 2 dernières années, ici, on a planté des pommes de terre et du maïs. Avant, on plantait des céréales, mais maintenant, on n'en plante plus. Maintenant, on achète le riz et la farine. Il y a des sociétés d'approvisionnement. Il suffit de leur donner de l'argent pour se faire livrer. Mais ils ne nous donnent que 2,5 livres. Si on veut en manger plus, c'est plus dur que d'aller au ciel. Avec le satellite Envisat, considéré comme le principal décrypteur de l'environnement, l'Europe et la Chine ont initié le programme Dragon. Des scientifiques européens et chinois partagent leurs analyses qui confirment les causes du dérèglement. Les hauts plateaux tibétains en particulier sont observés en permanence. Les vents qui s'abattent sur les déserts où ils se chargent de sable puis traversent la Chine d'ouest en est proviennent tous de ces hauts plateaux. Il existe un lien entre les changements survenant au niveau du climat local du plateau tibétain et la circulation atmosphérique dans l'est de l'Asie. Car le plateau tibétain culmine à plus de 4000 mètres d'altitude et il gère toute la circulation atmosphérique de l'est de la Chine et de l'est de l'Asie. Sur ce diagramme des températures, qui se fonde sur des données satellitaires enregistrées entre 1995 et 2003, on voit que la variation est de 0,2 degrés par an. Ça correspond sur une période d'environ 8 ans
un accroissement de 1,6 ou 1,5 degrés sur la zone observée. Ça n'est pas négligeable. Si la température augmente, les glaciers vont fondre et le permafrost va diminuer. Il y aura donc moins d'humidité dans l'air. Par conséquent, il faudra s'attendre à ce que l'ensemble des surfaces de terre ferme se réchauffent plus rapidement. La circulation d'air depuis la surface en direction des couches atmosphériques va donc augmenter. Toute la dynamique va changer. L'Himalaya et les hauts plateaux tibétains, point de rencontre de tous les vents d'Asie, se réchauffent. Lorsque les vents froids venus de Sibérie rencontrent cette zone devenue plus chaude, ils se renforcent et entraînent les sables des déserts de Mongolie vers l'est de la Chine. Le plus gros problème, c'est que dans le nord-ouest de la Chine, dans le Xinjiang, la province la plus au nord-ouest, le vent en hiver et au mois d'avril vient de Sibérie. Il souffle donc du nord-ouest vers le sud-est. Ce phénomène suit un schéma mondial. C'est au printemps, en mars et en avril, qu'il souffle le plus fort. Et c'est à ce moment-là que les tempêtes sont les plus violentes. Mais mars et avril sont également les mois les plus secs dans le nord-ouest de la Chine, car la pluie tombe en septembre et en octobre, alors que mars et avril sont des périodes très sèches. On a donc une combinaison de vents forts et de zones sèches qui, bien sûr, provoquent de très violentes tempêtes de sable. Ainsi, tout le cycle est perturbé. Les précipitations diminuent. Les vents s'intensifient, soufflent violemment vers l'est en balayant des terres déjà usées. Pour la désertification de la Chine, il y a deux facteurs principaux. Premièrement, dans les régions où l'activité humaine nuit gravement au milieu. Par exemple, le travail agricole qui exploite à l'excès les ressources hydrauliques et réduit la quantité d'eau disponible dans les régions dont poussière et sable sont originaires. Deuxièmement, depuis plusieurs dizaines d'années, le climat est très instable. Certaines années, la quantité de pluie est très faible, et si on y ajoute des vents violents qui emportent les éléments fertiles des sols, c'est le début de la désertification. Dans le même temps, l'avancée des déserts s'accélère. La Chine possède une zone semi-aride dont un tiers est d'ores et déjà englouti sous les sables. La désertification est plus rapide que toutes les tentatives mises en œuvre pour l'enrayer. Depuis quelque temps, les autorités font pression sur les paysans pour qu'ils réduisent leurs cheptels jugés dévastateurs pour les sols. Mais ce n'est pas suffisant. La production de fourrage des prairies a diminué de 40% depuis les années 50. Distribué par l'État, ce fourrage maintient en place un troupeau qui, à terme, doit disparaître. Les parties semi-désertiques de l'ouest de la Chine semblent condamnées. De nombreux villages sont abandonnés.
La Chine possède elle aussi ses réfugiés de l'environnement. Les tempêtes emportent le sable, mais aussi les hommes. Les tempêtes naissent à l'ouest, traversent tout le nord de la Chine, puis déferlent sur Pékin. Les statistiques confirment que le nombre de jours de tempêtes par an est en augmentation. Pour demain, nous annonçons une très forte tempête de sable. Toute la zone nord sera touchée. Le 5 avril 1993 inaugure le grand retour des tempêtes de sable. Celle qui eut lieu ce jour-là fut si forte et si dense qu'on a pour la première fois employé le nom de tempête noire. Lors de ces tempêtes, les sables sont soulevés par le vent jusqu'à des altitudes de 100 à 500 mètres. Aucune ville n'échappe au désastre, surtout pas celle-ci qui se trouve à moins de 300 km de Pékin. Grâce à l'image de télédétection, on peut voir que l'étendue des régions touchées est très vaste. Si on veut faire une comparaison, on peut dire que la zone touchée est un peu plus vaste que le territoire français. On peut voir que même quand ce vent de sable atteint Pékin, sa densité est encore extrêmement élevée. Les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ont toutes confirmé la progression des tempêtes tant par leur fréquence que par leur montée en puissance. Sable et poussière polluent l'air de Pékin. Mais il n'y a pas que ça. Les voitures sont très nombreuses à Pékin aujourd'hui. Il y a également les usines et les objets dont se servent les citadins et qui libèrent poussière et dioxyde de carbone. Ces choses forment une couche grise qui flotte dans le ciel de Pékin. La pollution de l'air en Chine est arrivée à un niveau inimaginable pour un étranger, peut-être 10 fois plus important qu'ailleurs. Bien sûr, ce n'est qu'à Pékin. Et ce n'est pas de la terre et de la poussière transportées par le vent, c'est comme de la terre qui tombe du ciel. Pékin, comme toutes les grandes villes chinoises, pollue, mais aussi surexploite ses réserves en eau. Le réchauffement accentue l'évaporation des eaux stockées, alors que les activités humaines en utilisent chaque jour un peu plus. Le niveau du lac de Miyun, un des 2 grands lacs qui alimentent Pékin, a déjà baissé de moitié. Le manque d'eau est un problème qui concerne tout le nord de la Chine. Depuis quelques années, le fleuve jaune se tarit si vite que son embouchure a reculé de 200 km. Eau et pollution sont des problèmes écologiques majeurs. L'utilisation du charbon est vitale pour la Chine. Sa production augmente pour les besoins des populations et des centrales électriques. Toutes les régions se mobilisent pour mieux gérer les réserves en eau. La région de la ville de Yuling est emblématique des drames écologiques de la Chine du Nord. Au sud et à l'est, le plus grand plateau de l'Oise du monde. Au centre, un lac qui alimente des rizières. À l'ouest, le désert de Maotsu avec ses oasis. La photo de gauche a été prise en 1990.
et celle de droite en 2000. Vous voyez les différences de couleurs et de formes. La couleur rouge, ici, représente la végétation saine. Vous voyez que sur cette image, elle s'est réduite. Et les zones noires ici indiquent les cours d'eau ou les lacs. Regardez ce lac et essayez de le retrouver sur celle de droite. Vous n'y arriverez pas car il a disparu en 10 ans. Si vous consommez trop d'eau en amont ou à mi-cours d'eau, il n'y en a plus assez en aval. En conséquence, les oasis disparaissent, les terres s'appauvrissent et un désert finit par apparaître. Pour bloquer l'avancée des dunes, on utilise la technique dite du kouloun. De hauts arbres et des buissons sont plantés dans les dépressions. Cette végétation reste en place grâce à un réseau de racines important. Les arbres bloquent l'avancée du sable. Le sommet de la dune est nivelé en 3 ans. On plante alors des buissons sur son sommet pour la stabiliser. J'ai commencé à planter des arbres en 1964. À cette époque, le gouvernement nous encourageait à planter des arbres pour fixer le sable. Mais les arbres étaient desséchés et ne poussaient pas. C'est alors que nous avons commencé à les améliorer et à les contrôler. Tiotio, moine taoïste et botaniste, lutte depuis 30 ans pour améliorer sa région. Il vit à côté de son temple. Il a créé une pépinière où il cultive et améliore différentes plantes pour leur capacité à reforester et à fixer les dunes, améliorant ainsi les conditions de vie des paysans pauvres de la région. Depuis 10 ans, avec les autorités locales, il coordonne une action de reforestation en liaison avec Pékin. Il gère l'argent récolté par son association pour réhabiliter son temple. Nous, taoïstes, pensons que le Shanxi est extrêmement sec. C'est une région désertique. L'environnement naturel est abîmé et il faut le rendre vert. Taoïstes et bouddhistes font le bien de façon désintéressée. Le bureau des forêts du comté de Yuyang nous a donné quelques dizaines de milliers de boutures. Il nous a surtout donné des arbres tels que pin chinois et camphrier. Puis, après avoir vérifié notre travail plusieurs fois, le bureau des forêts de la ville a estimé que nous apportions une très grande contribution à la Chine et nous a alloué des fonds pour nous encourager à planter beaucoup d'arbres.
Il nous a promis que si la Chine investissait dans ce domaine, il ferait tout son possible pour résoudre nos difficultés. Avant, il y avait très peu de cyprès des sables. Ils poussaient dans le désert pour fixer le sable. Nous avons importé ces végétaux de Shanxi et de Mongolie intérieure. Puis le professeur Xu Subing a fait des greffes et des croisements avec d'autres végétaux. Il les a utilisés pour fixer le sable et pour constituer une zone verte. Donc aujourd'hui, ce sont les cyprès des sables qui fixent le sable dans la région de Yulin. Nous transférons dans le désert les cyprès des sables qui sont au point. Avant, cette région était affectée par la sécheresse 9 années sur 10. Nous avons planté ici 200 hectares d'arbres. Si les vents de sable diminuent grâce à nos travaux, la sécheresse s'atténuera d'elle-même. Nos récoltes sont très bonnes. Le désert est devenu vert. Plus haut, l'immense plateau de Lois, argileux et fertile, domine la ville de Yulin. En chinois, Yulin veut dire « forêt de saule ». C'était une belle région de Chine. Le village de Xuanshan n'est plus que l'ombre de lui-même. La sécheresse et le manque d'eau aggravent l'érosion. Tous les ans, 50 000 tonnes de terre fertile par kilomètre carré sont emportées par le fleuve jaune. Arbres et végétation ne survivent plus qu'au fond des crevasses. Les paysans de Xuanshan pensaient vivre sur un tas d'or, mais cette terre fertile à fort potentiel agricole n'est plus rien sans eau. La production en céréales sera très faible cette année. Le village a perdu les 3/4 de ses habitants. Pendant que les satellites observent le dérèglement du système planétaire, que les scientifiques analysent les nouvelles données climatiques et tentent de simuler le climat de demain, les paysans chinois, en butte au désordre de l'environnement, ne peuvent, eux, que constater le désastre. Comme nous sommes dans une région montagneuse, nous comptons sur le ciel pour manger. S'il ne pleut pas, les récoltes sont mauvaises. Ce n'est pas comme dans les régions où il y a de l'eau, où les récoltes sont bonnes.
C'était mieux avec le Parti communiste. Lorsque j'étais enfant, il pleuvait plus. Ici, nous avons 2 gorges. Avant, elles étaient remplies d'eau, et de beaucoup d'eau. Maintenant, elles sont complètement asséchées, il n'y a plus d'eau. Je ne pense pas qu'il peut pleuvoir plus dans cette région montagneuse. Ce sera de plus en plus sec. La température moyenne annuelle de la Chine du Nord tend à augmenter. En fait, les précipitations restent faibles et l'élévation de la température pourrait provoquer une plus grande évaporation. L'eau de pluie, en tombant sur le sol, pourrait s'évaporer plus qu'il ne faut, ou la pluie pourrait s'évaporer avant de tomber sur le sol. C'est pourquoi le manque de pluie causé par l'augmentation de l'évaporation est un problème à ne pas négliger. Nous sommes très loin de l'océan. Il n'a pas encore plu. C'est très sec. C'est pourquoi ce sera de plus en plus sec ici. Dans les sous-sols, il n'y a ni eau ni humidité. S'il n'y a pas d'évaporation pour provoquer la pluie, il pleut moins. Avant, il y avait beaucoup d'habitants ici. Maintenant, il n'y a plus que 200 familles environ. Il y a de moins en moins d'habitants. Lorsque le roi dragon est là, il pleut. C'est une croyance bouddhiste et taoïste que l'histoire nous a transmise. Mais c'est la science qui a raison. Quand les récoltes sont bonnes, tant mieux. Si elles sont mauvaises, le roi dragon aura beau venir, cela n'y changera rien. C'est la science qui a raison. Il ne sera jamais possible de revenir en arrière à la situation antérieure. C'est irréversible.
Pour ralentir l'érosion, éviter le saccage de racines fragiles et protéger l'écorce des arbres, le pâturage est interdit aux moutons et aux chèvres depuis maintenant 15 ans. Les bêtes sont élevées et nourries toute l'année dans des enclos. Yang Xianjie assume seule la responsabilité de l'exploitation familiale. Les revenus de la ferme n'étant plus suffisants, son mari a dû partir travailler dans une mine de charbon de la région. Il n'y a plus suffisamment de nourriture pour les chèvres et Yang Xianjie est obligé de se séparer de la moitié de son troupeau. Aujourd'hui, des acheteurs sont venus de la ville. Il n'a pas plu? Non, il n'a pas plu. Aucun jeune ne veut vivre ici. Ils sont tous partis travailler ailleurs. Ils sont partis à Yulin, à Shenmue pour vendre des vêtements, réparer des voitures ou apprendre à cuisiner. Ce sont les plus costauds de la famille qui partent. À la maison, il ne reste plus que les vieux et les enfants. Toutes les cultures se trouvent maintenant dans les crevasses. Chaque jour, il faut descendre et remonter des champs. Chaque printemps, il faut aussi participer aux campagnes de reforestation décidées par les autorités. Ça a commencé il y a quelques années. On a d'abord planté quelques arbres fruitiers. Maintenant, on plante des cyprès. Ça fait 3 ou 4 ans que l'on plante des arbres. Les 2 premières années, nous avons planté des arbres fruitiers. La 3e année, nous avons planté des cyprès. Je suis la seule de la famille à aller planter des arbres. Depuis février et mars de l'année dernière, on plante des arbres pendant 3 ou 4 jours. Le règlement stipule qu'on doit planter une centaine d'arbres environ. Et c'est la brigade de production qui surveille les arbres. Les terres ensablées sont de plus en plus nombreuses. De plus en plus. Avant, il pleuvait souvent. Maintenant, le temps est sec. Il ne pleut pas beaucoup. Et pourtant, il suffirait qu'il pleuve une fois pour que les cultures poussent. Mais s'il ne pleut pas, elles meurent. Plus bas dans la vallée, il existe encore un lac de retenue qui alimente quelques rizières. Les rizières, avec leurs eaux stagnantes, produisent énormément de méthane. À quantité égale, le méthane participe 20 fois plus à l'effet de serre que le gaz carbonique. La diminution des émissions de méthane par la Chine est un enjeu majeur de ces prochaines années. Tan Binxian est scientifique à l'Académie forestière de Pékin. Elle est responsable du projet Veille des rizières du programme Dragon. Le programme Dragon est un projet commun à la Chine et à l'USA. C'est un programme très important pour la Chine. Grâce à cette collaboration, nous pouvons côtoyer des scientifiques originaires de différents pays européens et échanger avec eux nos techniques et nos expériences. Pour nous, c'est aussi une occasion d'apprendre. De plus, les données Envisat fournies par l'ESA aident nos travaux de recherche dans de nombreux domaines. Ce projet comprend 3 aspects principaux: cartographie des rizières, estimation du rendement des rizières et évaluation des quantités de méthane émises par les rizières.
Ceci est une image du radar d'Envisat. Sa résolution spatiale est de 75 mètres. L'image suivante correspond à la supervision des rizières. C'est la carte finale qui dresse une typologie des rizières. Sur l'image, les rizières sont en bleu. Après avoir été irrigués, les sols manquent d'oxygène, ce qui provoque un phénomène d'anaérobie. Cela entraîne des émissions de méthane venant des rizières. Le méthane provoquant des changements climatiques tels que le réchauffement du climat par exemple. L'un des aspects de notre projet est d'évaluer les quantités de méthane émises par les rizières et de déterminer finalement quelle quantité de méthane elles émettent et faire une estimation. La production de méthane due aux activités agricoles a plus que doublé en un siècle. Le méthane est produit par des bactéries vivant dans des milieux sans oxygène, comme le terreau des rizières. Pour lutter contre ces émissions, les autorités ont commencé à développer une nouvelle technique de culture du riz. Le paysan laisse l'eau s'évaporer et veille juste à garder la terre suffisamment humide. Ainsi, l'oxygène y pénètre, diminuant alors la production de méthane. Changer la mentalité des paysans est une gageure aussi difficile à tenir que de mener à bien la gigantesque campagne de reboisement lancée par les autorités chinoises. Le projet connu sous le nom de Grande Muraille Verte consiste à planter une ceinture d'arbres sur une distance de 4500 km. Les arbres agiront comme coupe-vent et empêcheront le désert de gagner du terrain. Le lancement de chaque campagne de reforestation s'ouvre tous les printemps à l'Université forestière de Pékin. Les autorités estiment que l'effort fourni arrêtera la désertification avant 10 ans. 8 milliards d'euros seront investis. Il nous reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'écologie. La situation de Pékin ne s'est améliorée que dans quelques domaines, mais elle se détériore dans d'autres domaines. Tout le monde sait que nous devons organiser les Jeux Olympiques de 2008. En tant que maire adjoint de Pékin, responsable de l'organisation des Jeux Olympiques, j'invite tout le monde à devenir des volontaires verts pour les Jeux Olympiques. J'espère que nous allons réussir pleinement cette campagne du Pont Vert. Merci à tous. La reforestation peut conduire à la destruction des écosystèmes naturels de certaines régions. Le deuxième facteur, c'est que le vent sera bloqué par la présence de la forêt. Et un autre effet possible est la baisse du niveau d'eau. Par conséquent, la reforestation peut aboutir à une augmentation de la désertification. De nombreuses années ont été perdues en vaines expériences et en excès de toutes sortes. Mais aujourd'hui, les autorités, avec l'aide des scientifiques, ont appris à mieux planifier leurs décisions. Une lutte acharnée est engagée. Il est difficile de prédire l'avenir, mais compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui, de ce que nous avons pu observer grâce aux données satellites, à la modélisation et aux prises de mesures sur site, on peut s'attendre, en cas d'augmentation de la température, à un accroissement du cycle hydrologique. Les tempêtes de sable sont de plus en plus fortes. Les vents transportent sables et poussières sur la Corée et le Japon, voire même jusqu'en Californie. La Chine risque de rentrer dans une tourmente dont elle ne pourra pas maîtriser les effets et dont les impacts toucheront toute la planète. Tous les déserts du monde s'étendent en dévastant leurs zones périphériques.
Dans les années à venir, 1/5 de la population mondiale, soit plus d'1 milliard d'individus, verront leur existence menacée par la désertification.